Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutent aujourd'hui. On est le 10 décembre, c'est notre événement aujourd'hui avec le Cercle Amnesty de l'ULB qui s'appelle Fin d'une décennie des droits humains et on est super content que vous soyez tous là, toutes et tous là. On est ici aujourd'hui avec deux représentantes du mouvement Youth for Climate et je pense que nombreux et nombreuses d'entre vous connaissent déjà ce mouvement. C'est un groupe d'action fondé par Anuna de Wever et Kira Gantois qui s'est inspiré du mouvement lancé par Greta Thunberg, la jeune activiste qui a manifesté devant le Parlement suédois pendant des semaines pour des mesures concrètes en matière environnementale. Et du coup, Youth for Climate en Belgique reprend ce modèle pour organiser des manifestations, des actions concrètes et pour demander une politique climatique plus ambitieuse. Et c'est donc avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui Adelaide Charlier, coordinatrice francophone de Youth for Climate Belgique, et Lucie Moreau, membre du Conseil national de Youth for Climate. Merci à vous deux d'être ici, c'est super bien, on est super contente de vous accueillir. À vous. Bonjour. Bonjour, et de vous avoir ici pour cette discussion aujourd'hui. On voulait commencer avec une question un peu personnelle pour se mettre directement dans le sujet. On voulait vous demander la question de ce qui vous a poussé à vous engager dans ce mouvement. Quel a été votre processus derrière? On vous a vu dans beaucoup de documentaires, comme le documentaire I Am Greta, mais aussi le documentaire Louisa sur l'activiste allemande Louisa Neubauer. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à mener le combat que vous menez aujourd'hui? Alors, pour ma part, j'ai commencé un tout petit peu après que le mouvement lui-même ait commencé fortement en Belgique. Donc, avec mon école, on trouvait ça vraiment formidable de voir autant de jeunes dans les rues. Et on a décidé, nous aussi, de créer notre propre marche. Et on a invité Youth for Climate à notre marche, qui est devenue la marche nationale de la semaine, au moment où il y avait donc toutes les semaines une marche. Et c'est ce jour-là que j'ai pu rencontrer donc le mouvement et tous les jeunes, et je suis rentrée dans le groupe et je suis maintenant dans ce groupe depuis presque 2 ans. De mon côté, ok, je vais essayer de la faire assez courte. En gros, je pense que j'ai été un peu conscientisée grâce à mes parents et mon entourage qui ont été conscients que le réchauffement climatique, c'était quelque chose qui était présent, mais on n'était pas du tout activiste. On essayait juste de changer un peu des trucs à gauche, à droite. Mais fin 2018, il y a eu deux moments, je pense, importants personnellement qui m'ont fait un peu un petit choc et un choc électrique afin de me réveiller et d'aller au-delà de mes actions personnelles, mais de rentrer carrément dans un mouvement. C'était le discours de Greta Thunberg à Davos, où elle interpelle des leaders et elle a une de ces audaces qui m'a dit, qui m'a un peu réveillée en me disant, ouais, elle est plus jeune que moi, peut-être que je devrais faire plus. Et puis, il y avait cette marche du 2 décembre 2018. Je pense qu'il y a eu certains d'entre vous peut-être qui y étaient. Et c'était une marche où on était presque 100 000 citoyens dans les rues de Bruxelles. Et c'était vraiment ce moment assez important pour nous en tant que citoyens de montrer qu'on était présents. Mais le lendemain, la Belgique n'a pas signé l'accord plus ambitieux à un niveau international pour de l'ambition climatique. Du coup, c'est aussi un peu un petit choc en se disant, OK, est-ce que être presque 100 000 dans les rues en dimanche, est-ce que c'est suffisant? Il faut peut-être aller au-delà. Quand on a vu évidemment l'exemple de Greta Thunberg, c'était directement, OK, on peut aussi passer par la désobéissance civile sans violence et donc rater nos cours les jeudis parce qu'il y a des séances plénières à un niveau fédéral en Belgique, donc on a un peu changé le jour. Mais donc, ouais, c'est comme ça que je suis rentrée dans le mouvement. Ok, et pour tout ce qui est donc le mouvement a bien grandi maintenant. En plus donc de toutes les marches qu'on a vues, vous avez aussi rencontré pas mal de personnalités importantes, notamment des politiciens. Et selon vous aujourd'hui, allez, comment vous ressentez les choses par rapport à eux? Est-ce que vos revendications sont prises en compte ou vous avez plutôt l'impression, je vais dire un peu stéréotypé, mais voilà, qu'on vous rit au nez par exemple? Comment ça se passe? Je pense qu'on a gagné une réelle crédibilité grâce d'abord aux marches et au nombre de personnes qui étaient dans la rue. Et puis ensuite, surtout, le fait qu'on ait résisté, on n'a pas du tout lâché
peu importe ce qui se passait, même ici pendant la période du coronavirus, on lâche pas, on rencontre toujours ces politiciens, on arrive avec le même message, la même audace, les mêmes demandes. Enfin, on montre qu'on lâche rien, et je pense que du coup ça nous aide à avoir une certaine crédibilité. Il y a une réelle envie, je pense, d'écoute des jeunes à un niveau politique, parce que les rendez-vous qu'on reçoit sont pas seulement pour une photo, parce qu'ils sont vraiment longs. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a même pas de photos ni de presse autour. Et c'est vraiment des négociations de notre côté, un peu du lobby, en fait, pour pousser sur certaines actions politiques où on peut être beaucoup plus ambitieux. Donc, je pense qu'il y a une réelle envie, mais par contre, je pense qu'on ne parle pas toujours du même réchauffement climatique. On n'a pas cette même vision des choses, cette même urgence du coup, et donc on n'a pas la même envie de certaines actions. Donc je pense qu'on n'a pas les mêmes experts derrière nous, et là c'est un réel problème. Donc on essaie de continuer à construire ce lien entre les experts principalement du GIEC et nos politiciens, et on va continuer à le faire jusqu'à ce qu'ils poussent encore plus loin cette ambition, parce qu'il faut savoir que depuis 2 ans, donc depuis qu'on a commencé le mouvement, il y a des réelles actions politiques qui se sont passées à un niveau européen. Par exemple, il y a un Green Deal qui est un pacte pour faire face à l'urgence climatique. Ok, c'est une première étape, et au moins ce Green Deal est présent, mais il est encore loin d'être là où on devrait être. Ce Green Deal n'est pas aligné à l'accord de Paris, par exemple. Du coup, la pression doit continuer, mais on voit qu'il y a des conséquences positives à notre pression. Ok, Lucie, je ne sais pas si tu veux intervenir encore là-dessus, sur cette question. Ou, oui, elle a un peu tout dit, mais c'est clair que on sent qu'on est entendu, qu'on est écouté, mais on sent quand même qu'on n'est pas encore, je dirais, sur la même échelle, et on sent qu'ils n'ont pas la même urgence ou la même réalité de leur côté. Et donc, on a compris en tout cas, on ne devait pas lâcher, parce que ce qu'on fait, ça a de l'impact sur eux. Et donc, on a compris qu'il fallait continuer jusqu'à qu'ils aient la même urgence que nous. Ok. Et je voulais un peu rebondir sur ce que vous avez dit toutes les deux, sur cette urgence qui n'est pas partagée, et pour rebondir en fait sur un sujet d'actualité très important, qui est la politique agricole commune. C'est une cause pour laquelle vous êtes en plein train de manifester. Et pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, la PAC, la politique agricole commune, est une politique de l'Union européenne qui est censée développer et soutenir les agriculteurs et les agricultures dans les pays de l'Union européenne. C'est un budget important de 350 milliards d'euros, plus ou moins, qui est voté pour 7 ans. Du coup, c'est une enveloppe énorme qui a un pouvoir énorme. Et vous avez vous manifestez activement contre cette politique agricole commune qui a été discutée une première fois le 23 octobre 2020. Et du coup, on voulait vous demander concrètement, je pense que ce serait intéressant pour nos auditeurs et auditrices, ce que vous reprochez exactement à la politique agricole commune telle qu'elle a été présentée aujourd'hui. Et une deuxième sous-question, un peu, en quoi une politique agricole respectueuse de l'environnement peut faire partie de la solution pour aboutir à une justice climatique. Voilà. Qui veut? Ok, je peux me lancer si tu veux. Mais déjà, on s'est réveillé quand on a réalisé que cette politique allait être votée au Parlement européen il y a un peu plus de 2 semaines, donc de 1 mois et demi. Et cette semaine-là, on a réalisé, en fait, en analysant un peu la politique, qu'il y avait un tiers de ce budget qui repartait dans les énergies fossiles, qu'il y avait 80% de ce budget qui allait seulement à 20% des fermiers. Donc, il y a aussi une certaine injustice sociale. Et donc, il y a énormément de matière sur lesquelles on pouvait se concentrer, et se dire non, c'est pas aligné d'abord à l'accord de Paris, donc à ce fait qu'on doit réduire nos émissions de CO2, mais même pire que ça, au Green Deal, qui est ce pacte dont je vous parlais. Et donc ça, c'est la politique de l'Union européenne. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre en avant ces prochaines années.
pour atteindre l'accord de Paris, etc., mais ce n'est pas aligné. Donc, c'est là qu'il y a aussi une incohérence à un niveau européen, où il y a cette envie de réduire nos émissions de CO2, mais en même temps, on passe une politique agricole qui ne va pas aider à réduire nos émissions de CO2, parce que c'est une agriculture qui, justement, émet plus de CO2. Et c'est une agriculture intensive, c'est pas du tout ce dont on a besoin pour cette transition écologique et juste qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, nous, on fait appel à une agriculture plutôt locale avec des fermes à un niveau, des fermes à taille humaine. Et pour ça, on a besoin que le politique soutienne ce genre d'initiative de la part de nos fermiers qui sont prêts à changer, mais qui ont besoin d'un soutien financier, etc. Et c'est pas du tout ce qui est proposé aujourd'hui avec cette politique. Donc, c'est pour ça qu'on manifeste maintenant en face de la Commission européenne qui a le pouvoir de retirer cette PAC et d'en proposer une nouvelle. On manifeste tous les vendredis depuis un mois et demi. Et on a rencontré aussi le vice-président de la Commission européenne pour lui en parler, qui prend en compte, évidemment, il l'a même annoncé publiquement que pour lui, c'était encore une option de retirer cette PAC. Mais évidemment, il n'a pas le courage politique. Parce que s'il le fait, il se met tout le monde à dos. Donc c'est un réel jeu en fait politique, et on doit pouvoir rentrer un peu dans le jeu pour essayer de peser, de faire peser le poids et que notre poids soit encore plus fort. Et pour le moment, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont obligés de prendre ça en compte à cause de nos obligations. Il y a eu même à un niveau européen, ils ont dû faire une réunion urgence dès qu'on a fait nos premières mobilisations, quand ils ont réalisé que les citoyens voyaient qu'on était intéressé par cette PAC qui souvent est tellement compliquée que les gens n'essayent même pas de comprendre. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose dont on peut en parler ici. Évidemment, on va pas dans les détails, mais au moins on en parle, et c'est ça qui est super important. Donc on voit vraiment que ça a une influence, mais il va falloir encore pousser très longtemps pour enlever cette PAC. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que la PAC a toujours un petit peu posé problème finalement, parce que c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Elle est revue, je vais pas dire systématiquement, mais elle a déjà été revue plusieurs fois, et pourtant ça pose toujours problème. Selon vous, comment ça se fait que même avant, la PAC, elle est née, elle a été appliquée, je pense, en 1962 pour la première fois. Comment ça se fait qu'on continue sur un plan qui prône plutôt la compétitivité des entreprises et des fermes plutôt que de faire quelque chose de plus environnemental, ce qui est clairement ce qu'on demande aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit sur le sujet? On remarque que même la Belgique favorise l'économie de croissance et pas l'économie juste avec la justice sociale. Et quand on voit par exemple cette PAC, c'est vraiment adieu les plus petits agriculteurs et bonjour les grandes entreprises. Quand on voit que, par exemple, simplement l'élevage, c'est 17% des émissions totales de l'Union européenne. Donc, cette PAC, c'est clairement quelque chose d'important à changer, à modifier, parce que l'agriculture, c'est énormément c'est un gros pourcentage des émissions de l'Europe. Donc, si on arrive à changer cette PAC, on peut clairement partir sur le bon chemin et enfin aller vers une transition juste. Il ne faut pas oublier tous les lobbies qui sont dans nos parlements, dans nos institutions européennes, qui sont malheureusement souvent plus forts que nous en tant que citoyens, parce qu'ils ont accès justement à ces institutions beaucoup plus facilement que nous. Nous, on doit vraiment s'assurer que le message soit partout, que nous, on a accès aux rues, mais par contre, on n'a pas accès à l'intérieur. Et donc, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Même si on a un temps avec le politicien, nos 45 minutes ou 90 minutes sont rien comparé à ce que le lobby agricole de l'agriculture intensive a. Et du coup, il faut prendre ça aussi en compte. Et il faut savoir que la PAC qui est pour le moment négociée aujourd'hui, elle a été mise en avant par la commission qui était là au préalable, donc avant celle qui est présente aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ça a été fait par d'autres politiciens qui avaient une autre vision de l'Europe. Et c'est là que c'est un réel problème aussi, c'est de leur dire
Mais en fait, même vous n'avez pas envie de ce genre d'agriculture. Et on le sait, quand on parle à Ursula von der Leyen ou à Timmermans, ils nous disent que c'est pas le genre d'agriculture qu'ils veulent. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une erreur politique. Il fallait retirer cette PAC il y a plus de 2 ans. Quand ils sont rentrés dans les bureaux et qu'ils ont eu leur poste, c'était on peut pas continuer là-dessus. Le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, s'ils retirent cette PAC, ils retirent 2 ans de travail et ça fait mal un peu à tout le monde. Ok. Et j'ai une petite sous-question, peut-être. C'est largement un mouvement qui est porté par les jeunes, cette contestation à la politique. C'est largement les jeunes qui demandent une politique plus ambitieuse, qui demandent le respect de l'accord de Paris, de tout ça. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous sentez cette responsabilité en tant que jeune de mener ce combat? Ou est-ce que c'est frustrant de se dire que toutes ces informations, on les avait déjà avant et que rien n'a été fait ou pas assez a été fait pour en arriver là où on est aujourd'hui? Il y a un peu différentes options. Enfin, par exemple, le fait qu'on soit des jeunes, c'est parce que c'est nous qui allons vivre ces prochaines années et c'est nous qui allons prendre tout en pleine face. Et donc, c'est aussi pour ça que les jeunes se sont réveillés. Mais il y a aussi le fait qu'un jeune qui parle ne parle pas de la même manière qu'un adulte. Et un jeune, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il parle et il dit réellement ce qu'il pense. Et il y va à fond et il lâche rien, alors que les adultes, parfois, ils prennent plus les politesses, ils font plus attention. Et donc, les messages passent pas de la même manière. Donc, je pense que il y a plusieurs raisons qui font que les jeunes se sont réveillés à ce point-là. Mais ils ont surtout compris qu'il était temps de bouger parce que leur avenir et l'avenir de certaines personnes, même le présent de certaines personnes est déjà en jeu. Et donc, c'est primordial d'avancer. Je pense que les adultes, ils appelleraient ça la naïveté de la jeunesse, de penser qu'on peut changer les choses, en fait. Et pour eux, c'est un problème, et pour nous, c'est notre plus grande force de penser qu'on peut vraiment changer les choses, parce que moi, je suis encore persuadée qu'on peut le faire. Et c'est ça notre force, et il faut la garder, non seulement parce que on a une responsabilité, déjà en tant qu'Européens, principalement, on a une responsabilité historique. Si on a des pays développés aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est développé et que il faut parfois retourner dans nos histoires pour essayer de comprendre comment on s'est développé et que en parlant que de CO2 dans l'historique, on a émis beaucoup plus de CO2 que tous les autres, que les pays des continents, comme l'Afrique ou même l'Asie. Donc aujourd'hui aussi, cette question de se dire qui est responsable, et surtout beaucoup d'adultes nous disent oui, mais vous savez, il faut d'abord regarder l'Inde et la Chine. Il faut aussi regarder l'Inde et la Chine, mais d'abord on va regarder notre propre nombril et aussi notre historique, et donc réaliser que l'Europe doit être un leader, doit être celui qui change en premier, et puis peut-être on ira voir si les autres ont besoin d'aide, quoi. Donc je pense que pour cette transition, on doit être en priorité, et donc nous, les jeunes Européens, on a aussi cette responsabilité d'aller réveiller nos politiques et de dire non, allez, on se concentre sur nous maintenant et on fait bouger les choses ici d'abord. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et puis ouais, c'est aussi très frustrant de réaliser que nous, on doit faire ça. Moi, l'urgence climatique, je pense qu'on est tous un peu au courant de ce que c'est, mais on n'a jamais toujours senti une certaine responsabilité, parce qu'on s'est dit c'est bon, c'est géré par notre politique. Évidemment, c'est censé être géré par les adultes de ce monde. C'est quand même une crise écologique, une crise de la biodiversité. On est en train de perdre ce qui nous entoure et ce qui nous permet de respirer, etc. Enfin, sans rentrer dans les détails. Donc, il y a une réelle responsabilité, et il y a tellement de choses à changer que moi, je me suis dit, tout est pris en main, mais quand on réalise que c'est pas fait, là, ça devient frustrant. Et je pense que c'est ce mix de responsabilité et de frustration qui nous permet de sortir dans les rues, quoi. Une question me vient ici par rapport aussi à l'actualité de tout ce qui est coronavirus, par rapport à l'efficacité, enfin plutôt la rapidité, peut-être pas l'efficacité, mais en tout cas la rapidité des mesures qui ont été prises par les gouvernements. Est-ce que ça vous donne de l'espoir par rapport à l'urgence climatique? Moi, ça me fait surtout réaliser qu'il faut qu'on soit en crise, je ne vais pas dire en crise réelle parce que la crise climatique est réelle, mais que le Belge lui-même soit touché fortement pour qu'il réagisse.
Et donc, mais ça, on remarque même dans l'histoire du monde entier, l'humain a besoin d'être touché lui-même dans son propre quotidien pour agir. Et donc, ça fait à la fois peur et à la fois, on se rend compte qu'ils savent agir rapidement. Et ça fait peur parce qu'on voit qu'on doit vraiment attendre presque la catastrophe pour qu'ils agissent. Mais c'est pour ça que les jeunes sont là et continuent à montrer que il faut pas attendre d'être face au mur pour agir, quoi. Mais on se rend compte que du coup, nos politiciens savent prendre des décisions rapidement après des... Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est rassurant de ce côté du point de vue où cette excuse en fait qu'on nous a toujours mis en avant, oui, mais on n'a vraiment pas les moyens. Il faut que les citoyens soient prêts pour ce changement. Il faut qu'on ait un certain financement. Enfin, ça c'est du bullshit. Aujourd'hui, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus utiliser d'ailleurs cette excuse avec ce qui s'est passé avec la crise du coronavirus. Mais par contre, comme tu dis, Lucie, le problème c'est que on a besoin d'être touché par les catastrophes pour pouvoir, en tout cas, pour pouvoir bouger. Et c'est d'ailleurs ce que Angela Merkel nous a dit quand on l'a rencontrée en Allemagne. Elle a dit « Je suis persuadée que l'Europe bougera une fois qu'une grosse catastrophe nous tombera sur la tête. » Mais si la femme qui a le plus de pouvoir dans le monde nous dit ça, ça fait très très peur parce que ça veut dire qu'elle attend vraiment qu'il y ait cette catastrophe pour bouger. Après, il y a aussi cette question, oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'attend juste pas cette catastrophe et on pourra faire comme le corona et prendre les moyens qu'il faut pour résoudre ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on arrive bientôt à un point de non-retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu pourras couper toutes les émissions du monde entier du jour au lendemain. Tu seras rentré dans ce cercle vicieux que le réchauffement ne pourra plus s'arrêter, même si tu arrêtes toutes tes émissions. Donc, ce qui me fait peur, c'est surtout d'arriver à ce point de retour parce que limite, attendre la catastrophe, ok, je suis pas la première touchée, je peux être très égoïste et dire de rien faire. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si on n'agit pas aujourd'hui, c'est parce qu'on va arriver à ce point de non-retour et les Européens, une fois qu'ils seront touchés, pourront ne plus rien faire à part protéger, encore une fois, juste leur propre maison. Par rapport donc aussi un petit peu aux inégalités, de dire ben voilà, ça arrive loin, mais chez nous de toute façon ça arrivera un moment ou un autre. Ça met aussi l'accent sur le côté systémique de cette lutte, c'est-à-dire que ben, ça nous concerne tous, peu importe le secteur, peu importe la population. Et du coup, c'est pas le mouvement climatique n'est pas le seul mouvement qui prône comme ça un changement systémique. Il y a les mouvements par exemple LGBTQIA+, ou les mouvements antiracistes ou encore féministes. Et du coup, comment le mouvement de lutte contre les changements climatiques s'inscrit dans cette diversité pour la diminution des inégalités. Ah, je vois que tu me laisses répondre, Lucie. Je pense que, moi, je peux parler juste d'une petite expérience que j'ai eue. J'ai eu la chance d'aller dans la forêt amazonienne au Brésil l'année passée pour un sommet qui réunissait des scientifiques brésiliens, des peuples autochtones et des jeunes activistes de partout dans le monde. Et le but de ce sommet, c'était qu'on échange nos histoires et surtout pour nous, en tant que jeunes qui ont été pour le mouvement Youth for Climate, c'était principalement d'écouter les histoires de ces peuples autochtones. Et on a réalisé là-bas que cette question d'urgence climatique, c'est pas seulement une question de CO2, de réduction de CO2, qu'on a besoin d'une forêt amazonienne parce que franchement, les arbres, ils absorbent le CO2 et donc en fait, ce système, oui, il est important, mais l'importance, c'est de comprendre qu'il y a tout un système, que ces arbres et cette biodiversité est présente parce que ces peuples autochtones prennent soin aussi de ces forêts et ils comprennent et ils sont là depuis des générations. Et je pense que c'est une science que nous, déjà, on ne voit pas comme science alors que c'en est une. Ce sont eux les experts de la forêt, ce sont eux les experts de ce territoire et il faut juste pouvoir les laisser là et arrêter toujours de vouloir tout contrôler. Donc, on réalise aussi déjà que c'est pas qu'une question donc de CO2, mais aussi une question des droits de l'homme, que ces peuples autochtones
on vient les envahir encore aujourd'hui avec nos industries, avec nos mines, etc. Et il n'y a pas une question de négociation qui se fait sur place, c'est principalement en échange d'argent. Et pour eux, notre argent, ça vaut rien du tout. L'or, leur or, c'est la biodiversité qui les entoure, c'est pas du tout nos euros ou peu importe ce qu'on peut leur amener. Donc, enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai compris ce lien entre les droits de l'homme, juste même la justice sociale et l'urgence climatique. Et je pense qu'il faut, si on commençait par se respecter en tant qu'être humain, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et si on commençait aussi à respecter ce qui nous entourait en général, l'environnement, de comprendre que peut-être l'être humain ne peut pas seulement être au centre ou même supérieur à ce qui nous entoure, mais que peut-être on va prendre en compte tout ce qui nous entoure et se mettre au même piédestal et on est égalité, enfin on est il y a pas quelqu'un qui doit être supérieur à l'autre. Et donc je pense qu'à partir du moment où notre société peut commencer à comprendre ça, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc oui, c'est pas qu'une question d'urgence climatique, sinon ça serait très simple. Et d'ailleurs, beaucoup d'experts nous le disent, on peut tout résoudre avec la technologie, mais le problème c'est qu'il y aura toujours des inégalités et ça va pas le faire, quoi. Tu veux rajouter un truc, Lucie? Oui, on peut aussi voir que les conséquences qu'il y a déjà aujourd'hui touchent la plupart du temps, même presque chaque fois, les pays du Sud et jamais les pays du Nord qui sont fort développés comme l'Europe. Et ça, c'est vraiment une injustice sociale, on le remarque. C'est les pays qui sont en voie de développement qui sont les premiers touchés, alors que c'est eux qui assument les conséquences de nos erreurs. Et ça, c'est clairement une injustice. Voilà. Clairement, et je pense que la lutte aussi que nous on mène à Amnesty, c'est aussi centré exactement sur les droits humains et ça rejoint exactement le principe de la justice climatique parce que c'est une injustice climatique ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une injustice sociale et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été hyper intéressés de vous avoir aujourd'hui et je pense qu'on a encore une à deux questions pour clôturer un peu cette discussion. Ce serait de savoir dans le cadre de notre événement, bien sûr, fin d'une décennie de droits humains, on voulait vous poser la question, comment avez-vous vu les droits humains évoluer ces 10 dernières années dans votre domaine? Et comment est-ce que vous voyez le futur, l'avenir de la question de la justice climatique? Allez, Lucie, je te passe avant la parole. Je pense que les citoyens ont quand même évolué. Ils ont commencé à prendre conscience des inégalités fortes entre certaines. Il faut que j'utilise les bons mots. Certains genres de personnes, je ne sais pas quel mot exactement il faut dire, mais quand on voit, par exemple, à l'époque, rien que de nos parents, c'était déjà complètement différent. Et ici, on voit que les prises de conscience sont déjà beaucoup plus grandes, qu'on accepte beaucoup plus facilement l'autre, quel qu'il soit, quel que soit son pays, sa religion, son genre, tout. Et je pense qu'il y a quand même une bonne évolution. Après, est-ce qu'elle est assez rapide et est-ce qu'elle est assez bonne partout? Ça, clairement, non. Mais je pense que oui, les consciences commencent un peu à s'ouvrir et les gens commencent à être un peu plus ouverts d'esprit. Pour moi, de revenir ces 10 dernières années dans le combat climatique ou en général même de la justice sociale, pour moi, c'est très difficile parce que je pense que je suis vraiment présente dans ces mouvements sociaux et même ce mouvement climatique depuis seulement 2 ans et qu'avant ça, j'étais un peu la vie de jeunes ados qui ne se soucient pas du monde. Donc, je pourrais pas vraiment comparer, mais ce que je vois par contre, c'est qu'il y a quand même une jeunesse qui se réveille, peu importe quelle est la thématique, que ce soit le climat, de l'injustice sociale, les droits de l'homme, etc. Tu as une jeunesse qui a envie de se bouger et qui réalise que, enfin en tout cas j'espère,
on va devoir vivre dans ce monde. Et bientôt, ce sera nous aux commandes, ce sera nous qui devrons faire face à tous ces problèmes, etc. Et aujourd'hui, on a envie de dire aux adultes, vous savez, c'est nous les prochains, donc on vous dit déjà ce qu'on a envie de faire et il faut que ça se mette en place aujourd'hui parce que sinon, ça sera trop tard pour nous. Donc, c'est bien qu'on prenne notre place. Il faut qu'on continue à faire ça parce que ça montre aussi qu'on est juste des citoyens engagés en général. Et d'ailleurs, c'est toujours ce qu'on nous dit, il faut être engagé pour ça. Et la plupart du temps, on nous dit qu'il faut être à l'école. Mais moi, je pense que le meilleur moyen d'apprendre à être un citoyen engagé, c'est en étant dans des mouvements, dans des organisations, dans les rues, etc. En tout cas, moi, c'est là que je l'ai appris. Et puis après, il y avait cette question des prochaines années. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi, j'espère surtout qu'il y aura de plus en plus de personnes autour de nous qui vont juste commencer à respecter ce qui nous entoure. Et quand je dis ça, je parle pas seulement de nos voisins, etc., mais en général oui, les êtres vivants, et que ce soit l'arbre dans ton jardin, que ce soit les animaux autour de toi, que ce soit les humains autour de toi, il faut commencer à les respecter. Et pour ça, il faut commencer à comprendre quelles sont les conséquences de nos actions de tous les jours, quelles sont les conséquences quand on achète un t-shirt chez Zara, quelles sont les conséquences quand on mange je sais pas, un morceau de bœuf qui vient d'une grosse industrie. Est-ce qu'on peut aller derrière et essayer de comprendre d'où ça vient, quel a été l'impact de notre action quand on fait ça, etc. Et je pense que à partir du moment où on commence à recréer ces liens, on réalise un peu au moins ce qu'il y a derrière et au moins on fait le choix en étant conscient de ce qu'il y a derrière. Et après, si les gens veulent continuer je sais pas, à manger de la viande industrielle ou alors à continuer à acheter des vêtements chez Zara en sachant ce qu'il y a derrière, c'est leur décision, mais il faut pouvoir ouvrir cette transparence. Et comme ces industries ne le font pas, on va devoir le faire à leur place. Ok, c'est super intéressant. Et je pense que je pose cette question un peu pour nos auditeurs et auditrices qui écouteront cette interview le 10 décembre. Comment on fait pour vous rejoindre? S'il y en a parmi eux qui voudraient rejoindre le mouvement Youth for Climate, comment ça se passe? C'est un peu la dernière question à vous poser aujourd'hui. Il y a plein de manières de le faire. Simplement, quand le corona se sera un peu calmé, on retournera dans les rues plus massivement. Et donc là, tout le monde est le bienvenu et ils peuvent venir nous parler, nous contacter et tout ça. Sinon, sur les réseaux sociaux, ils peuvent envoyer des messages. On répondra et on les ajoutera dans les groupes. Donc, tout le monde est le bienvenu. Et il y a plein de groupes différents en fonction de l'âge, en fonction de son envie de se mobiliser. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à envoyer des messages et à aller voir sur les réseaux sociaux. Le 11 décembre, on fait une action parce que c'est le 5e anniversaire de l'accord de Paris, parce qu'il y a un conseil européen, etc. On va faire une action en fait avec des bougies, donc on utilisera aussi des bougies d'Amnesty du 10 décembre. Donc, si vous êtes partant, on fera sûrement en événement Facebook pour avoir quelques personnes si vous voulez nous rejoindre. Mais malheureusement, on ne pourra pas être plus que 100. Corona oblige. Donc, oui, c'est vrai que ce serait chouette d'avoir des membres d'Amnesty lors de l'action pour montrer qu'on collabore parce que tout est lié. Mais je suis sûre qu'on va largement suivre votre mouvement, on va le relayer sur nos réseaux. Je pense que on va aussi être présente physiquement si c'est possible, niveau Corona, etc. Et voilà, grand merci à vous. C'était super intéressant de vous entendre parler de cette cause qui nous touche tous et tous. Et voilà, un grand merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.